Lorsque nous évoquons le beau-père, nous pensons d'abord et avant tout au père du conjoint ou de la conjointe. Mais encore plus près de nous, il y a le chum de maman. C'est vrai, je ne suis pas votre père. J'ai atterri sans prévenir. De par le cœur de votre mère, qui voyait en moi un avenir. Voici que Je me présente, je m'appelle Sébastien Houd, je suis le beau-père à Miguel Boucher et Corinne Boucher et une petite fille de 18 mois qui s'appelle Marie-Lie. Bonjour, je m'appelle Miguel et j'habite ici avec ma mère et Sébastien. Je m'appelle Dominique et je suis le beau-père de Florence et Raphaël. Bonjour, je m'appelle Florence, j'habite avec maman et Dominique. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 10 ans et j'habite avec Dominique et maman. Bonjour, je m'appelle Michel Dumais, j'ai été le beau-père de... Et je suis actuellement encore, mais beau-père, façon de parler, mais on l'expliquera plus tard peut-être, de 9 enfants avec 3 femmes différentes. Jusqu'au tournant des années 60, le Québec se caractérise entre autres par ses familles nombreuses et la présence marquée de la religion catholique. Ce tournant des années 60 nous propulse vers l'érosion des valeurs judéo-chrétiennes et l'avènement du divorce vient modifier considérablement la structure familiale. C'est trop malheureux aujourd'hui. Il s'est prouvé que la nouvelle relation dure moins longtemps que le mariage. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Actuellement, le Québec est pratiquement le champion mondial des divorces et des séparations, malgré le fait qu'on a le plus bas taux de mariage au monde. Avec le plus bas taux de mariage, évidemment, vient le plus haut taux d'union de fait. Et notre taux de séparation et de divorce est extrêmement haut, un des plus hauts du monde. Ce qui fait que les unions, qu'elles soient légales ou unions libres, ont une durée très limitée. Et actuellement, la moyenne de durée d'une union, c'est à peu près 7 ans. Et ça inclut encore les gens âgés qui ont été ensemble 60 ans, qui sont encore là. C'est ce qui veut dire que les jeunes couples ont une durée de beaucoup moins que 7 ans. C'est vrai que les parents actuellement banalisent un petit peu les séquelles de la séparation parce qu'il y en a tellement. Et les parents, effectivement, procèdent assez facilement à une séparation, disant que c'est pas grave, de toute façon, dans les écoles de mes enfants, la moitié des enfants viennent des enfants séparés, alors pas de problème. Dans ces états de fait, des enfants se retrouvent au sein de ces ruptures. L'enfant, lorsqu'il y a une rupture, lorsque les parents se séparent, tout de suite au départ, il est positionné devant ce qu'on appelle un conflit de loyauté. L'enfant ne divorce jamais de ses deux parents. Pour réduire l'effet de rupture chez l'enfant, l'idéal serait que les parents restent en bons termes, qu'il y ait une séparation aussi harmonieuse que possible. Toutes les recherches sont très claires là-dessus. Plus la séparation, le divorce est à haut conflit, plus graves seront et resteront les séquelles pour l'enfant. Des situations où les deux parents sont maintenant séparés et un des deux parents s'engage assez rapidement dans une nouvelle relation et l'autre parent non, l'enfant va presque toujours s'aligner avec le parent qui reste seul et qu'il voit comme étant le parent abandonné et endommagé. Alors cet alignement est toujours potentiellement dangereux pour ce qu'on appelle le développement d'une aliénation parentale, parce que cet enfant peut alors beaucoup plus facilement se distancier du parent qui s'engage dans un nouveau lien et s'accrocher au parent qu'il voit comme
seul et endommagé. L'aliénation parentale est un phénomène qu'on voit malheureusement de plus en plus suite à des séparations ou des divorces, surtout si ces séparations sont laborieuses. Et l'aliénation parentale, c'est un trouble dont souffre l'enfant. Quel est ce trouble? C'est une situation où l'enfant s'aligne fortement avec un parent et rejette l'autre parent sans raison valable. Ça, c'est l'aliénation parentale. Et l'aliénation parentale est quelque chose de très grave puisqu'il laisse chez les enfants des séquelles encore plus importantes que les séquelles normales dues à un divorce ou une séparation. L'enquête sociale générale du Canada témoigne d'une augmentation constante des familles recomposées, soit 11 % en 1995, 13 % en 2001 et 15 % en 2006. Nous avons donc à ce jour 15 % de familles recomposées. C'est que l'idéal est que après une année ou 18 mois de séparation, l'idéal serait que les deux parents commencent à avoir un ami ou une amie. Dans cette modification de la structure familiale émerge une réalité davantage perceptible, celle des beaux-pères. Actuellement, les beaux-pères ont comme pas la sympathie de la société. Si vous recherchez beau-père sur le web, il y a fort à parier que ce que vous trouverez sera le pendant négatif. Des images négatives véhiculées par la presse, nous en avons plus d'une. Si certains en assombrissent l'image, d'autres ont par contre choisi d'honorer ce titre. C'est d'abord avec leur mère que je suis tombé en amour. Et puis, en arrivant chez eux, il y avait ces petits monstres-là qui étaient là. Le beau-père, c'est l'être qui, un de ces 4 matins, arrive chez maman. Et encore là, comme je dis, si vous ne voulez pas avoir de conséquences, si vous voulez que cet être-là soit intégré et accepté dans la nouvelle relation, il faut savoir le présenter. Elle nous a laissé le temps de nous habituer avant qu'ils viennent habiter ici. La relation a commencé très calmement et très simplement. C'était plutôt facile. La mère n'est plus une entité toute seule. La mère est la mère avec ses enfants. Tu peux pas prendre un sans prendre l'autre. Puis moi, j'aime bien les enfants de toute façon. Je suis bien content, mais c'est pas un choix que j'ai fait non plus. Ça vient comme ça. Ça fait partie de la relation que je vis avec leur mère. C'est avant tout une relation avec leur mère, plus qu'avec eux autres. Mais ils en font partie. Je me sentais bien quand il était ici. Ça a apporté une personne de plus dans la maison. Ça n'a pas vraiment changé quelque chose. Si tu aimes une personne, mais tu l'aimes avec tout ce qu'elle a, puis tout ce qui vient avec elle, les enfants sont là. Puis tout ce qu'ils attendent, c'est un rapport avec d'autres personnes que leur mère ou leur père, puis que ça soit convivial puis intéressant. Quand un beau-père entre dans le portrait, par exemple chez une mère qui a la garde, ce beau-père, tout en restant un adulte significatif, ne devrait pas jouer un rôle parental. Oui, le beau-père a son mot à dire, oui, il a sa place, mais cependant, c'est pas lui le papa. Je vais y aller avec un terme que vous allez aimer. C'est pas l'original. Je vis qu'une copie. Et la copie peut être heureuse avec moi. Il y a le beau-père et puis il y a le père. Ça, c'est une grosse différence, mais je pense que le père, c'est celui qui m'a élevé depuis que je suis tout petit. Puis Sébastien, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est... Ben, pas si longtemps. Ça fait 5 ans. Ça fait juste 5 ans qu'il est là. Fait que c'est sûr que ça fait une grosse différence là-dedans. Papa, c'est lui qui m'a comme éduqué. C'est lui qui m'a montré comment faire des choses, puis faire d'autres choses. Là. Puis, ben Dominique, lui aussi m'a montré des choses, mais moins parce que ça fait depuis un an que je connais Dominique.
Fait que, ben, il y a eu moins de temps à m'apprendre des choses. Les enfants ont une image supplémentaire de qu'est-ce que c'est un homme. Il y a leur père, le meilleur, et un autre homme qui est une figure importante pour eux autres, qui est un plus, comme le grand-père s'il est dans le décor, ou comme souvent des oncles. Ils ont une autre image. Mais celui-là, le beau-père dans la famille reconstituée, est une figure importante pour l'enfant, et il va apprendre qu'est-ce que c'est qu'un homme, aussi de son père et de son beau-père. Ce qui fait qu'il y a une image agrandie, une meilleure perspective sur ce que devrait être un homme. S'il est un garçon, de ce que lui devrait devenir, et s'il est une fille, de quelle sorte d'homme, avec quelle sorte d'homme elle devrait s'unir dans la vie. C'est les modèles qu'elle va avoir comme étant les bons modèles. Et ça peut être un plus. Mais les conditions sont que ça fonctionne. C'est sûr que tu influences, puis qu'eux autres t'influencent, mais toi aussi tes influences. Les enfants, c'est des éponges, là. Ils vont prendre une sorte d'affaires, autant les mauvais plis que les bons plis. Ça implique aussi, veux pas, tu deviens un exemple significatif à leurs yeux. Ils passent du temps avec toi. Ils voient tes agissements, ils voient tes mauvais côtés, ils voient tes défauts. Bien, c'est lui qui m'a fait connaître beaucoup de choses. À partir de là, moi, je connaissais pas beaucoup de choses, mais c'est aujourd'hui lui qui m'a fait beaucoup connaître la musique, puis que c'est ma passion aujourd'hui, puis que je joue de la guitare, puis que je joue plusieurs instruments, puis que c'est vraiment lui qui m'a donné la passion de la musique, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que j'en suis beaucoup reconnaissant, parce que sans lui, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui, là. Un enfant copie, imite. Un enfant se construit à partir de modèles. Cet enfant a besoin d'encadrement, mais aussi de règles. La part d'autorité est celle-ci. Dans toute famille et dans toute cellule, il y a là ce qu'on appelle une organisation. Qu'on le veuille, oui ou non, il doit avoir des critères, il doit avoir un savoir-vivre, il doit avoir un respect de la cellule qu'on vient d'établir, qui est là les enfants du beau-père, qui est là un beau-père ou vice-versa. On parle toujours du beau-père, ça peut être une belle-mère avec ses enfants. Il y a dans cette relation-là un ordre de vie. Et c'est là que le beau-père prend sa place. Supposons que le père soit bon et le beau-père soit bon aussi. Il s'agit de deux milieux différents. C'est le milieu maternel, où il y a aussi un adulte, le beau-père, et il y a le milieu paternel. Il n'y a pas deux milieux qui sont pareils. Il n'y a pas deux parents non plus qui ont les mêmes philosophies éducatives. Alors, ce milieu maternel va avoir ses règles, et le beau-père sera un des représentants de ce règlement. Et dans le milieu paternel, il y aura d'autres règles. Alors, oui, le beau-père, ça va être quelqu'un qui est un représentant de la loi également, ou des règles d'un milieu. Sauf que, vous savez, ce n'est pas parce qu'il dit « Ah, chez nous ici, dans cette maison, ça se passe ainsi », qu'il devient une figure parentale. Vous savez, un policier dans la rue dit aussi à l'enfant « Ici, dans cette société, voici les règles. » Ça ne fait pas de ce policier-là un parent. Alors, le beau-père, dans une situation comme ça, est et reste le représentant d'un ensemble de règlements qui appartiennent à ce milieu. L'autorité, j'essaie de toute façon, moi c'est bien clair, quand j'étais dans ces relations-là, je n'étais pas le remplaçant du père, je ne m'identifiais pas comme le beau-père. J'étais l'amant, le chum de leur mère. C'est le même que je me présente. Et s'il y a des choses à faire, je le fais comme à l'intérieur d'une mini-société. La famille, c'est une mini-société, et à l'intérieur desquelles, bien, il y a des règles. Puis c'est pas moi qui les ai imposées, ces règles-là, c'est juste des règles de vie, parce que les gens vivent ensemble, tout simplement. Au départ, oui, je t'aime, tu vois très bien, on va s'arranger avec les enfants. Sauf que le parent qui est nouveau, ou si on veut le beau-parent, parce qu'on n'a pas d'autre terme en français pour l'appeler, le beau-parent n'aura jamais l'autorité sur les enfants de son nouveau conjoint ou de sa nouvelle conjointe. Ce qui fait qu'il aura l'autorité par permission du parent. Bien, le rôle de la mère là-dedans, c'est sûr que c'est important. S'il me grimpait dessus puis elle réagissait jamais, à un moment donné, eux autres, ils savent qu'il n'y aurait plus tout le temps ding, 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 il t'accueille puis il te lâche des cracks. Mais au début, on a mis ça clair, puis à un moment donné, c'est le respect des adultes aussi là-dedans. Là. Quand il y a de quoi qui ne fait pas notre affaire, souvent on s'en parle, puis on est capable de régler ça
autrement qu'en chicane. Mais l'autorité, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément. Ben, il se fâche pas très souvent. Il est pas style à nous crier après. Parce que, tu sais, c'est pas notre vrai père. Fait qu'il est moins impliqué dans la situation. Mais il se débrouille bien. Puis, c'est ça. Il se fâche pas très souvent. Parce que il est de même, là. Il est gentil. Puis toi, Florence? Il m'a volé mon idée. Des éléments sont nécessaires à la réussite de ces familles recomposées. Les gens qui vont réussir, aussi bien dans une union normale, ordinaire, que dans une famille reconstituée, on doit les qualifier d'abord d'être des adultes, d'être des gens raisonnables qui, bien sûr, ils ont des affects, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a toutes sortes de tensions, mais qui réussissent à dire on doit continuer, on va régler nos problèmes un par un, on va continuer à prendre l'intérêt de nos enfants, puis on va régler nos problèmes un par un. Alors, ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait, et là, c'est plus que du dialogue, là, c'est parce qu'il y a plus que 2 parents, donc on va dire que c'est 4 personnes qui doivent réussir à s'entendre ensemble, c'est un catalogue. Il y a 4 personnes qui doivent arriver à communiquer ensemble, pas nécessairement de façon littérale, c'est-à-dire assis à la même table, mais qui doivent réussir à s'entendre sur l'avenir d'un certain nombre d'enfants. Et c'est ça la difficulté, mais c'est aussi ça la clé de la réussite. On se parle, on s'explique et on laisse de côté nos petits travers personnels en disant, écoutez, on est ensemble, mais on a une responsabilité qui sont les enfants d'un ou de l'autre ou des deux qui sont ensemble, qui sont en garde partagée plus ou moins dans toutes sortes de situations. Et ces enfants-là ne doivent pas souffrir de notre nouvelle union, de leur nouvelle façon de vivre. Et la réussite, elle va fonctionner dans ces conditions-là parce que les enfants sont adaptables. Les jeunes enfants vont facilement s'adapter en disant, bon, une semaine, c'est chez mon père avec Madame une telle, qui est bien fine, on est bien quand on est là. Et l'autre semaine, ça sera avec ma mère, avec monsieur un tel, je ne sais pas quoi, qui est bien gentil avec nous autres, puis qui nous rend service, à condition que ces 4 personnes-là s'entendent, se parlent et trouvent des terrains d'entente face aux enfants qui sont dans le décor. C'est-à-dire, on parle de plus en plus du terme coparentalité. C'est-à-dire, si les 2 parents pouvaient avoir suffisamment de bon sens pour être convaincus qu'une bonne coopération et une bonne communication entre eux est essentielle, ça irait mieux pour les parents, pour les enfants, dis-je. Moi, je pense que dans la famille reconstituée, ou appelez-la comme vous voulez, la nouvelle famille, la communication est absolument importante et on doit se faire confiance, on doit se respecter, on doit s'entendre. Et si vous n'avez pas ça non plus, qui pour moi est un critère de base, oubliez ça, la nouvelle relation, vous n'y parviendrez pas. Je reviens encore sur l'autorité. Si tu fonctionnes que sur l'autorité, que sur les règles, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas parce qu'ils vont te voir que comme ça, comme un législateur. Tu sais, t'es pas là comme un législateur, tu es là pour être en rapport. C'est des humains, tu es en rapport avec des humains. Où se situent nos beaux-pères lorsqu'il s'agit d'exercer des droits sur nos enfants? Si un homme commence à élever les enfants d'un autre, il devient, selon la Cour, un père de facto, un père de fait, un père en fait, à condition évidemment que le père génétique ne soit pas dans le décor. Et s'il divorce avec la mère, s'il défait sa nouvelle famille, il va être responsable de la pension alimentaire des enfants qui ne sont pas les siens. Ça, c'est d'un côté de la barrière de la justice. Donc, il va payer pension parce qu'il s'est affiché, parce qu'il a été généreux, parce qu'il a pris à cœur l'éducation des enfants de sa nouvelle conjointe. S'il y a divorce, la justice dit « Ah ah, t'as voulu devenir le père, hein? Bien là, tu vas payer pension alimentaire pour ces enfants-là. » Il y a une insécurité qui vient avec le type de relation que j'ai choisi de vivre, que j'ai vécu aussi dans mon ancienne relation. C'est que quand tu te sépares, tu as l'impression de faire une double rupture d'une seule shot. Tu perds à la fois ta blonde et tu es éloigné de l'enfant qui faisait partie au quotidien de ta vie.
Ça me ferait beaucoup de peine de ne plus voir Dominique. Sébastien, je le vois pas vraiment comme un beau-père, je le vois plus comme un ami, là, parce que on s'entend vraiment bien ensemble. Puis c'est pas parce que ce serait plus mon beau-père que j'y parlerai plus. Là. Moi, j'ai l'impression que j'ai plus de contacts que certains parents ont avec leurs propres enfants. Je sais ce qu'ils sont, je m'informe, je rencontre, parce qu'il y a des gens qui sont encore ici. Il y en a qui étaient à Montréal maintenant. Puis les enfants sont un peu partout à travers le monde. À un moment donné, il y en avait une en Espagne, une en Indonésie, dans différents endroits, puis un autre en Vancouver. Sans faire le rapport de père, mais c'est tout comme, parce que Catherine m'a déjà demandé, étant plus vieille, de l'adopter, qui était juste symbolique, parce qu'elle savait très bien que je ne pouvais pas l'adopter, son père étant présent. Mais c'était symbolique pour elle. Donc, c'est dans ce sens-là que ça m'a apporté la possibilité, sans en avoir fait d'enfant moi-même, d'avoir eu ce rapport enfant-père. Moi, je ne serais pas de celle qui couperait les ponts carrément. Je garderais cette amitié importante dans la vie de mes enfants. Et je crois qu'elle l'est vraiment. Mais je ne suis pas de celle qui a multiplié les conjoints. Alors, je ne suis pas bien placée pour vous dire ce que je ferais si j'avais décidé qu'après 13 ans, avec mon ex-conjoint, j'avais des jeunes enfants, puis vous ne le voyez plus. Preuve est de constater que je suis plus avec mon ex-conjoint. Mes enfants sont grands et nous avons encore des relations avec. Quels sont les éléments essentiels pour que règne l'harmonie au sein d'une famille recomposée? Pour avoir une bonne relation avec les enfants, j'ai l'impression qu'il faut que j'aie une bonne relation avec leur mère. Si ils nous surprennent en chicane ou quelque chose de même, c'est sûr que là, j'ai l'air du gros méchant. Il s'installe un climat favorable pour tout le monde, mais ça va bien se vivre. Pour que ça réussisse, il faut des adultes qui sont capables de se comprendre, de se parler et de fonctionner. Sinon, c'est le désastre. Oui, il y a des difficultés. Oui, la tâche n'est pas facile, mais croyez en vous-même, puis croyez à l'amour de cette relation, croyez à l'amour de la famille, croyez à ce qui s'en vient dans le futur. Vous allez vraiment bien vous positionner, mais je ne vous cache pas que c'est une tâche de titan. Et j'encourage les gens, tout simplement, à trouver les réponses à l'intérieur d'eux. Accompagner un enfant dans son développement, c'est savoir réfléchir chaque geste que l'on va poser, puisque sans l'ombre d'un doute, ces gestes laisseront une trace dans leur vie. Je les vois grandir, je les vois évoluer à côté de moi, comme si j'avais des enfants d'une certaine manière. Le fait de vivre des relations comme ça, je pense que ça vient tout transformer. Peu importe si ça dure un mois ou 15 ans, puis d'être prêt à le vivre, puis de l'accepter, puis de le vivre le plus précieusement, puis consciemment, puis intensément possible, parce que c'est la société, c'est la nouvelle société. C'est quelqu'un qui est important dans ma vie. Moi, je l'aime, Dominique. C'est un vrai petit clown. Le beau-père, quand on regarde notre société dans son ensemble, est souvent le pèlerin qui passe. Ce qui va rester d'un adulte, ce qui va rester d'une personne quand il va mourir, c'est pas qu'il servait le café à sa femme, c'est pas qu'il avait une bonne job, c'est pas qu'il était un avocat, non. Ce qui va rester de lui à sa mort, c'est les enfants qu'il a élevés. Ça va être son héritage. Et ça, c'est beaucoup plus important que tout le reste. Ça va être sa paye. C'est vrai, je ne suis pas votre père. J'ai atterri sans prévenir. De par le cœur de votre mère, qui voyait en moi un avenir. Voici que je cherche une place. Suis-je un parent ou un ami? Un étranger dans votre espace. Et vous m'avez bien accueilli comme une trace au vent qui passe sur votre vie.
je garderai cette amitié importante dans la vie de mes enfants. Et je crois qu'elle l'est vraiment. Mais je ne suis pas de celle qui a multiplié les conjoints. Alors, je ne suis pas bien placée pour vous dire ce que je ferais si j'avais décidé qu'après 13 ans, avec mon ex-conjoint, j'avais des jeunes enfants, puis vous ne le voyez plus. Preuve est de constater que je suis plus avec mon ex-conjoint. Mes enfants sont grands et nous avons encore des relations avec. Quels sont les éléments essentiels pour que règne l'harmonie au sein d'une famille recomposée? Pour avoir une bonne relation avec les enfants, j'ai l'impression qu'il faut que j'aie une bonne relation avec leur mère. Si ils nous surprennent en chicane ou quelque chose de même, c'est sûr que là, j'ai l'air du gros méchant. S'installe un climat favorable pour tout le monde, mais ça va bien se vivre. Pour que ça réussisse, il faut des adultes qui sont capables de se comprendre, de se parler et de fonctionner. Sinon, c'est le désastre. Oui, il y a des difficultés. Oui, la tâche n'est pas facile, mais croyez en vous-même, puis croyez à l'amour de cette relation, croyez à l'amour de la famille, croyez à ce qui s'en vient dans le futur. Vous allez vraiment bien vous positionner, mais je ne vous cache pas que c'est une tâche de titan. Et j'encourage les gens, tout simplement, à trouver les réponses à l'intérieur d'eux. Accompagner un enfant dans son développement, c'est savoir réfléchir chaque geste que l'on va poser, puisque sans l'ombre d'un doute, ces gestes laisseront une trace dans leur vie. Je les vois grandir, je les vois évoluer à côté de moi, comme si j'avais des enfants d'une certaine manière. Le fait de vivre des relations comme ça, je pense que ça vient tout transformer, peu importe si ça dure un mois ou 15 ans, puis d'être prêt à le vivre, puis de l'accepter, puis de le vivre le plus précieusement, puis consciemment, puis intensément possible, parce que c'est la société, c'est la nouvelle société. C'est quelqu'un qui est important dans ma vie. Moi, je l'aime, Dominique. C'est un vrai petit clown. Le beau-père, quand on regarde notre société dans son ensemble, est souvent le pèlerin qui passe. Ce qui va rester d'un adulte, ce qui va rester d'une personne quand il va mourir, c'est pas qu'il servait le café à sa femme, c'est pas qu'il avait une bonne job, c'est pas qu'il était un avocat, non. Ce qui va rester de lui à sa mort, c'est les enfants qu'il a élevés. Ça va être son héritage. Et ça, c'est beaucoup plus important que tout le reste. Ça va être sa paye. C'est vrai, je ne suis pas votre père. J'ai atterri sans prévenir. De par le cœur de votre mère, qui voyait en moi un avenir. Voici que je cherche une place. Suis-je un parent ou un ami? Un étranger dans votre espace. Et vous m'avez bien accueilli comme une trace au vent qui passe sur votre vie et qui espère à cœur ouvert être accueilli comme